Salut à toutes et à tous, je vous retrouve donc ce soir pour la suite du cycle Hammer. Je tenais, avant de commencer donc ma vision sur le film dont je vais vous parler ce soir, donc Les deux visages du Dr Jekyll, réalisé par Terence Fisher. Je voudrais remercier ceux qui ont suivi le live donc consacré au 30e Festival du film fantastique de Gérard Armé, que j'ai eu le plaisir donc d'animer hier soir avec mes deux invités. Et je remercie également toutes les personnes présentes sur le chat. Et puis, pour ceux qui veulent les abonner ou ceux qui sont de passage qui s'abonnent sur la chaîne, donc vous avez toutes les vidéos disponibles et puis vous avez le replay de l'émission d'hier soir si vous vous intéressez un tant soit peu donc au Festival du film fantastique et donc au film que nous avons pu voir en majorité là-bas. Et puis notre constat évidemment sur le cinéma fantastique d'aujourd'hui. Voilà, donc merci de me retrouver donc pour vous parler cette fois-ci ce soir donc du film, un des meilleurs films de la Hammer, un classique encore une fois. Alors un classique parce que c'est la première fois donc ici donc le studio Hammer aborde donc je dirais l'histoire du Dr Jekyll. Dr Jekyll, la version la plus célèbre, hein, c'est celle avec Frederick March, réalisée par Rouben Mamoulian de 1932, qui est vraiment un véritable bijou, en tout cas un des Hyde les plus effrayants que j'avais pu voir donc au cinéma. Mais faut savoir que les déclinaisons du Dr Jekyll, il y en a eu un paquet, c'est pas ce qui manque. Alors là je vais vous mettre donc pour vous donner l'idée donc de ce qu'est devenu en fait petit à petit dans les adaptations je dirais le roman de Robert Louis Stevenson. Robert Louis Stevenson, donc auteur de ce célèbre roman. Une idée brillante, hein, l'histoire d'un doppelganger, un médecin donc, qui crée un sérum qui lui permet en fait d'avoir, je dirais, un double maléfique. Enfin, il se doute pas qu'il est maléfique. En tout cas, qu'il ne cherche donc qu'à transmettre, je dirais, son côté sadique, manipulateur, etc. Donc vraiment donc l'opposé du Dr Jekyll. Et ce qui est intéressant, donc je vais vous parler un peu de ce film, qui est donc le premier film de la Hammer sur le sujet concernant le célèbre médecin de la littérature fantastique. Ne pas oublier surtout que je vous ai parlé aussi en début de cycle Hammer du film qui pour moi est au-dessus quand même de celui-ci, donc parce qu'une version beaucoup plus différente, décalée et originale du mythe du Dr Jekyll, avec Dr Jekyll et Sister Hyde, réalisé donc en 1971, sorti en 1971, pardon, réalisé par Roy Ward Baker. Et voilà, donc la première vision, alors ce sera donc il y a eu deux versions en tout hein, pour la Hammer Film, donc ce sera ici donc la première version. Donc c'est une adaptation encore une fois plus ou moins libre hein, du roman de Robert Louis Stevenson. Ce qui est intéressant avec les deux visages du Dr Jekyll, c'est encore une fois la maestria visuelle du film. En fait, moi, ce qui m'a impressionné tout de suite en revoyant ce film, c'est de voir l'importance accordée. Alors attendez, je vais peut-être baisser un tout petit peu le son, pour pas que ça empiète quand même sur ma voix. Voilà. Donc ce qui est intéressant ici, c'est de découvrir, comme je dis, donc la maestria visuelle. Tout de suite, ce qui frappe à l'écran, c'est qu'on découvre un film vraiment très, très travaillé au niveau de l'image. Alors surtout, bien sûr, comme toujours avec la Hammer, au niveau des décors, c'est vraiment magnifique. Il y a vraiment, le budget passe vraiment, je pense, dans quasiment les costumes, les décors, la mise en scène évidemment, qui est quand même assez classique, mais qui quand même a des qualités, je dirais, de ne pas se contenter de filmer des plans fixes. Donc il y a toujours cette idée quand même d'avoir une mise en scène assez dynamique, plus ou moins. Bon, ici c'est un peu posé quand même. Voilà, donc je vais vous resituer un peu l'histoire quand même du Dr Jekyll. On va rebasculer sur les images du film avec une vision tout de suite de Mr Hyde, donc, qui est donc une version plutôt séduisante de Mr Hyde. D'ailleurs, je reviendrai là-dessus, parce que c'est important de dire qu'ils ont donc ici donné, on va dire, une apparence plus terrifiante, presque. Non, plus enlaidie en fait, je dirais plutôt enlaidi, ils ont enlaidi le personnage du Dr Jekyll avec cette barbe, ses gros sourcils, etc. Et ils ont rendu le Mr Hyde comme quelqu'un de séduisant. Un peu comme ce qu'avait fait donc Jerry Lewis dans une version comique du film qu'il avait adapté de cette œuvre. Bon, alors une version vraiment
beaucoup plus bien sûr basé sur l'humour avec Dr Jerry et Mr Love, où il y avait Dr Jerry qui était vraiment laid, encore plus laid, puisque donc il avait des dents en avant, enfin il était les cheveux hirsutes, enfin il était vraiment horrible. Et puis sa version Mr Love était un jeune homme fringant, séduisant, voilà, qui ne pensait qu'à draguer, etc. Donc voilà. Donc avec les deux visages du Dr Jekyll, donc je vais vous resituer un peu l'histoire, le contexte. Donc, en fait, ça part de l'histoire suivante. Donc, le Dr Jekyll est persuadé donc, qu'il y a dans chaque être vivant deux facettes qui s'opposent. Et lui, il cherche à révéler celle qui est cachée. Donc, il poursuit des recherches, mais en même temps, il délaisse son épouse Kitty, donc, qui, elle, trouve réconfort auprès d'un ami du Dr Jekyll, qui s'appelle Paul, qui est joué par Christopher Lee en l'occurrence. Encore Christopher Lee, cet immense acteur qui est partout, comme Peter Cushing la plupart du temps dans les films de la Hammer. Enfin, ça fait vraiment plaisir de le retrouver encore une fois ici, puisque je dis que moi, il éclipse encore une fois dans le personnage celui qui interprète le Dr Jekyll, que je ne trouve pas vraiment un des meilleurs interprètes de Jekyll, ça c'est clair. Pour moi, le meilleur, c'est Frederick March. Et puis ensuite, il y a eu Spencer Tracy aussi, que j'aime beaucoup, dans une version télévisée. Et puis, je ne me souviens plus. On va oublier la version aussi avec Anthony Perkins. Donc, je poursuis l'histoire que j'étais en train de vous résumer. Donc, comment dire, Paul, donc, qui est un joueur invétérant, donc, et qui est aidé financièrement par Dr Jekyll, voilà, donc, trouve du réconfort auprès de la femme du Dr Jekyll. Donc, le Dr Jekyll finit par devenir Mr Hyde en expérimentant sa formule sur lui-même. Voilà, donc il apparaît comme sous l'apparence de Hyde en étant un jeune homme dénué de scrupules, donc qui va traîner dans les boîtes ou plutôt dans les maisons de plaisir. Voilà, donc il rencontre une femme, une danseuse vedette de l'établissement avec qui donc il va avoir une relation, et puis donc il va découvrir que donc Paul, bien sûr, est tendrement accompagné de sa chère et tendre Kitty. Chère et tendre qu'il oublie complètement à cause de ses recherches. Bref, voilà, donc à partir de là, donc Dr Jekyll donc, va alterner les apparences entre donc, ces deux formes distinctes de Doppelganger, son double maléfique, et puis donc il va se servir un peu sous l'apparence de Hyde, en fait, il va monter un stratagème pour se débarrasser de Paul et pousser sa femme Kitty au suicide. Voilà, donc quelque part, le Dr Jekyll n'a pas conscience vraiment de ce que Hyde est capable de faire. Il sent qu'il y a une dualité évidemment entre le bien et le mal qui s'oppose en lui, mais il n'est pas maître de la situation quand il se transforme en Hyde, puisque comme vous le savez, donc, dans l'histoire de Dr Jekyll et Mr Hyde, vous avez donc le fait que le sérum en fait finit par vraiment faire partie du métabolisme du docteur et le transformer comme ça de façon plus ou moins aléatoire, si bien que des fois il n'a plus besoin d'avaler le sérum en question qui le transforme en Mr Hyde. Voilà, puisque Hyde prend le dessus voilà, sur la personnalité de Jekyll. Et en fait le film, voilà, ce que je voulais dire par rapport à l'histoire, au scénario, donc c'est une version donc qui est assez, on va dire, abouti par rapport au roman de Stevenson, qui traite bien sûr quand même, qui est assez fidèle, sans l'être vraiment, parce qu'il y a quand même des libertés, notamment sur le fait que Hyde, dans le livre, n'est pas du tout, est plutôt laid, monstrueux, quand il se transforme, et Jekyll est plutôt un bel homme. Donc voilà, déjà, il y a cette différence, mais bon, c'est pas un problème. Voilà, donc il y a un respect donc, sur le côté horrifique, la violence aussi, le côté mélodramatique de l'histoire. Voilà, donc ici, je vais porter mon attention également sur les acteurs. Donc, avec donc cette fois-ci, donc dans le rôle du Dr Jekyll, on va trouver un acteur qui n'avait pas tourné pour la Hammer, Paul Massey. Alors moi, je dis que Paul Massey est beaucoup plus convaincant quand il se transforme en Hyde. On a Hyde séduisant. Bon, il surjoue parfois, j'ai trouvé, mais on va dire que ça passe. C'est parfois limite. Moi, je pense que Christopher Lee aurait été quelqu'un de beaucoup plus intéressant dans le rôle du Dr Jekyll. Mais voilà, il est tout aussi bon dans le rôle, je dirais, de l'ami de Jekyll, Paul, qui sort avec la femme de Jekyll. Voilà, donc parce que je le trouve, encore une fois, il a cette nonchalance, cette façon vraiment très charismatique de jouer,
d'être capable, comme je dis à chaque fois, la dernière fois j'ai parlé de Rasputin, de Fu Manchu, il est capable de passer vraiment d'un personnage à l'autre, en fait. Il est toujours, il est capable, comme je dis, de se renouveler tout le temps, Christopher Lee, dans son jeu d'acteur. Et voilà. Et donc on le retrouvera également, Christopher Lee, quand même, dans un rôle qui ressemble vraiment, je dirais, au Dr. Jekyll, Mr. Hyde, avec I, Monster, qui est donc un film de Stephen Wicks de 1971, où donc là il a aussi il joue le rôle d'un scientifique qui se transforme. C'est une version bien sûr pas du tout tirée du roman de Stevenson, mais bien sûr c'est le même thème, puisque c'est donc ce scientifique qui se transforme en quelqu'un de hideux. Voilà, beaucoup plus monstrueux dans la version où Christopher Lee interprète donc ce doppelganger maléfique. Voilà, donc pour le film en question, donc encore une fois, l'écriture et surtout la réalisation quand même de Terence Fisher qui est aboutie. Un travail très minutieux, très soigné sur les décors, sur vraiment, et d'ailleurs vous le voyez dans les images ici présentes, vous voyez qu'il y a quand même une recherche dans l'esthétique toujours, d'avoir quand même quelque chose qui tient la route et qu'on soit plongé dans, je dirais, dans l'époque victorienne, puisque ça se passe dans les années 1890, etc., à l'aube des années, à l'aube du XXe siècle en fait. Et donc, ce qui est intéressant, donc, toujours pour parler, je dirais, de l'écriture en elle-même du scénario, c'est comme je dis, c'est un film qui va s'attarder vraiment sur, je dirais, plus la personnalité de l'alter ego maléfique de Hyde, comme quelqu'un, comme un gentleman plutôt que de le voir comme un monstre, un ogre, mais un gentleman sadique en fait, qui a des tendances vraiment portées sur la manipulation, sur la moquerie, et puis bien sûr il a quand même des tendances criminelles évidemment. D'ailleurs il y a quelques meurtres dans le film. Je l'ai vu il y a à peu près, je l'ai revu il y a à peu près l'année dernière, ce film. Moi, ce qui m'a frappé, comme je vous l'ai dit, c'est surtout la beauté vraiment des couleurs qui sont chatoyantes, flamboyantes, comme toujours. D'ailleurs, vous le voyez sur les images, vous pouvez le constater par vous-même. Et aussi, donc, la distribution, bien sûr, avec, je tenais à le préciser, donc, cette actrice magnifique qui est Dawn Adams. Très belle rouquine, encore une fois, castée à l'époque, parce qu'elle venait du théâtre, Dawn Adams, et voilà, et donc femme vraiment avec des beaux yeux bleus, magnifiques, qui joue très bien dans le film, qui a vraiment une prestance, qui est très, je dirais, qui dégage beaucoup d'émotions, enfin qui a vraiment un jeu convaincant, on va dire, en tout cas pour le rôle qu'elle a en tant que femme du Dr. Jekyll. Voilà, donc Christopher Lee, comme toujours, le film date de 1960, donc Christopher Lee, il avait déjà tourné dans quelques films de la Hammer, en particulier Le Cauchemar de Dracula, Frankenstein s'est échappé, Le Chien des Baskerville, voilà, et donc il trouve toujours des rôles à sa juste mesure, Christopher Lee. Donc moi je suis très content de pouvoir à chaque fois retrouver, je dirais, les piliers un peu de la Hammer, comme Christopher Cushing qui a tourné dans je ne sais combien de films pour la Hammer et pour Amicus Productions également. Je répète encore une fois que je traiterai bientôt aussi peut-être un cycle sur le studio Amicus, qui est vraiment le rival de la Hammer. Voilà, donc qui a fait de moins bons films quand même dans l'ensemble, mais qui a fait quand même aussi vraiment de sacrées pépites. Voilà, il faut que vous puissiez aussi les découvrir par mon intermédiaire, en tout cas, puisque personne n'en parle apparemment sur les chaînes YouTube. Voilà, en tout cas des youtubeurs ciné, même très connus, parlent rarement, en tout cas abordent rarement ce type de cycle. Donc c'est pour ça que moi, comme je suis un grand fan justement des films des années 60, 70, 80, et puis surtout des grandes périodes, je dirais des décennies, comme je vous l'ai dit, souvent du majeur du cinéma fantastique, enfin de tous les genres en fait, puisque le cinéma pour moi c'est avant tout un divertissement et c'est ça qui compte. Donc voilà, on va continuer donc avec maintenant le côté, je dirais, de la mise en scène, de la réalisation, par rapport à ce film qui est absolument, comme je l'ai dit au début,
admirable. Donc travaille sur les cadres, sur les décors, sur l'ambiance, sur, je dirais, le labo, par exemple, aussi, le décor du labo du Dr Jekyll, qui est très sobre, mais en même temps qui montre juste vraiment euh, on est quand même dans un labo scientifique, on voit qu'il y a quand même... ça fait labo scientifique, ça fait pas petit labo avec deux, trois fioles voilà, qui se baladent à droite à gauche pour faire croire à un labo. Non, il y a vraiment, encore une fois, une attention particulière portée donc au décor pour qu'on y croit un minimum. La beauté du film réside surtout dans la mise en scène par, comme j'ai dit, l'élégance des costumes également. Bien sûr, la direction d'acteur. Voilà, même si Paul Massey, pour moi, dans le rôle du Dr Jekyll, est vraiment loin d'être celui que je trouve le plus convaincant dans le personnage de Jekyll. Là, je vous dis plus dans celui de Mr Hyde, à la limite. Mais voilà, donc c'est pour ça que je porte une attention particulière donc également donc à l'interprétation, bien sûr, comme je le dis, puis à la à la reconstitution, pardon, de l'époque victorienne. On est aussi, au-delà du côté victorien de l'époque, on est aussi dans un style gothique par rapport au décor. Il y a du, vous voyez, dans la flamboyance aussi des couleurs, je veux dire de l'architecture. Voilà, il y a vraiment un style, encore une fois, du cinéma gothique, horrifique. On est beaucoup plus dans le gothique, par exemple dans des films d'épouvante avec des mythes comme Dracula ou le monstre de Frankenstein quand même. Ici, donc, on va apporter, je dirais, le côté... ce qui compte, c'est de... Terence Fisher donc, apporte un esthétisme donc, qui vraiment compte dans l'histoire, parce que c'est vraiment ce qui retient votre attention en tant que spectateur. Si vous êtes très attentif à tout ce qui est visuel, c'est important d'avoir quand même... de voir des choses devant vos yeux de spectateur qui retiennent quand même un minimum votre attention de par la beauté justement des cadres, des environnements dans lesquels les scènes se tournent. Et donc tous les décors sont magnifiques, vraiment je tiens à le souligner. Il y a énormément de décors de façon chez la Hammer qui seront réutilisés pour d'autres films dans d'autres genres différents. Un peu comme j'avais dit pour le film dont j'avais parlé pour Rasputin, hein, qui avait réutilisé des décors de l'excellent, encore une fois, film de Terence Fisher, Dracula, Prince des Ténèbres, avec notre Christopher Lee adoré. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, vous voyez, vraiment un film qui met en valeur les couleurs, la flamboyance, je veux dire, des lieux, en fait. Et voilà, donc c'est un film absolument... enfin, absolument pas indispensable, en tout cas c'est pas le meilleur de la Hammer, mais c'est un classique parce que, encore une fois, il aborde une thématique sur une grande figure de la littérature fantastique, le Dr Jekyll. Donc c'est pour ça que c'est un film quand même vraiment à découvrir. Moi je l'aime beaucoup. C'est vraiment, je vous dis, je préfère beaucoup plus la version détournée un peu de Dr Jekyll Mr Hyde dans Dr Jekyll and Sister Hyde. Voilà, parce que ça changeait, et puis c'était audacieux de faire autre chose du roman de Stevenson, et de l'adapter aussi bien en changeant vraiment je dirais en changeant vraiment l'ensemble, je veux dire, de l'histoire pour lui conférer un côté féminin au mal, en fait, au mal absolu, donc joué par Sister Hyde, l'équivalent donc féminin, androgyne de Dr Jekyll. Voilà, donc, mais les deux visages du Dr Jekyll, pourquoi c'est aussi un bon film de la Hammer? Parce que c'est Terence Fisher à la réalisation, et que Terence Fisher, donc lui qui a commencé dès les années 50 à tourner pour la Hammer, est un des réalisateurs les plus prolifiques pour ce studio, et donc constitue vraiment le réalisateur qui déjà maîtrise quand même la réalisation, maîtrise parfaitement donc le découpage technique, maîtrise donc une équipe technique pour donner du relief au film à chacun des films d'ailleurs qu'il a tourné pour ce studio, pour cette firme. Et voilà, et donc moi je dis que le film, voilà, il fonctionne, c'est vraiment un plaisir quand même de le regarder. C'est quand même du travail, c'est vraiment du travail de bel ouvrage, c'est vraiment quelque chose qui même
si c'est pas, comme je dis, la meilleure version de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est quand même un très bon film de la Hammer qui reste justement par le choix de ses décors absolument magnifiques. Un film qui fut d'ailleurs un échec, ce film-là, comparé donc au film Dr. Jekyll et Sister Hyde qui fut un énorme succès. Voilà, comme quoi on préfère une version féminine du Dr. Jekyll. Voilà, de son alter ego féminin dans le versant du mal qu'il habite. Voilà, donc il y a toujours aussi donc le côté sensuel, les passages sensuels. Bon, quand même ici, donc il y a une séquence de danse aussi avec avec un serpent, voilà, qui personnifie un peu, je dirais, vous savez, le serpent, donc le vecteur du mal en quelque sorte. Voilà, c'est comme je dis, donc il y a des passages assez sensuels sans que ce soit vraiment appuyé comme des films comme Le Cirque des Vampires dont j'avais déjà parlé, un bijou, Le Cirque des Vampires, je vous invite à le voir. Et puis un autre film de vampires dont je vais vous parler bientôt qui est absolument pour moi l'un des meilleurs que j'ai vu, avec Le Cauchemar de Dracula, avec Dracula Prince des Ténèbres, avec Le Cirque des Vampires, qui est donc Les Sévices de Dracula. Donc je reviendrai dessus parce que ça c'est une énorme claque. La première fois que j'ai découvert Les Sévices de Dracula, je reviendrai dessus, notamment pour les deux héroïnes du film, donc les jumelles qui jouent dans le film, qui sont absolument, non seulement au-delà d'être totalement envoûtantes, magnifiques dans leurs prestations. Le film vraiment traite du vampirisme encore de façon très sensuelle, très vous voyez, comme les vampires que j'aime en fait, les vampires qui aux canines acérées, aux dents longues, voilà, et un véritable suspense autour d'une contamination, autour de, voilà, je reviendrai dessus, sinon je vais m'écarter du sujet. Mais je faisais une petite aparté, donc, et pour revenir maintenant aux deux visages du Dr. Jekyll, donc qui a un peu, voilà, un titre un peu facile, parce que ils auraient pu, oui, pas facile en fait, c'est un bon titre parce qu'ils n'allaient pas appeler ça Dr. Jekyll Mr. Hyde. Il y avait déjà d'autres films qui s'intitulaient de la sorte. Donc là, les deux visages, oui, pourquoi pas, le bien, le mal, en effet. Voilà, donc mise en scène dynamique de Terence Fisher, acteur au diapason encore une fois avec Christopher Lee qui joue un goujat, un goujat d'excellence, je dirais. Paul Massey peut-être plus convaincant dans la personnalité à l'écran de Mr. Hyde. Et puis le fait que Dr. Jekyll soit ici en lady et son alter ego maléfique présenté comme un gentleman qui n'est pas moche justement. Voilà, donc dans l'ensemble vraiment un film encore une fois très bien réalisé, voilà, donc une ambiance qui respecte, on va dire, un peu les standards du genre, avec ce côté horrifique, épouvante, avec voilà, des séquences un peu des séquences qui vers la fin donc montent plus ou moins donc dans l'affrontement notamment entre Dr. Jekyll et Mr. Hyde, et puis avec d'autres victimes qu'il va faire à l'occasion. Voilà, il va s'attaquer bien sûr à d'autres personnes dans le film. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise. Voilà, donc film encore une fois où Terence Fisher, qui est pour moi un pilier de la Hammer quand même, qui s'est attaqué donc bien sûr plus particulièrement au mythe de Dracula et à celui de Frankenstein. Voilà, donc superbe réalisation, c'est ce qui pour moi montre vraiment je dirais l'intérêt de voir ce film, c'est sa réalisation. L'histoire elle est classique, on la connaît, c'est l'histoire de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il y a des choses intéressantes vraiment quand même au niveau du scénario, mais franchement, rien que pour la beauté, je dirais de l'ambiance, enfin la beauté visuelle du film, l'ambiance elle est là évidemment, l'ambiance un peu horrifique. Voilà, mais c'est pas le film le plus, je dirais, marquant du studio. Mais c'est quand même un bonheur parce que c'est quelqu'un de qualifié qui réalise le film en la personne de Terence Fisher, qui est quand même quelqu'un qui maîtrise vraiment son travail de cinéaste. Voilà.
Donc merci de m'avoir écouté à nouveau pour ce pour ce 20e chapitre, pardon, consacré aux deux visages du docteur Jekyll. Et puis je vous donne rendez-vous donc pour encore 10 chapitres autour des films de la Hammer. Il y a encore de quoi faire, croyez-moi. Je suis loin d'avoir traité encore les films dont j'ai envie de traiter. Encore quelques surprises, hein, vraiment. Vous verrez bientôt. Je vous en laisse la surprise. Voilà, donc merci de penser à mettre le petit pouce en l'air, de soutenir la chaîne si vous avez envie de la soutenir, de vous intéresser donc au live, aux différentes vidéos. N'hésitez pas à aller un peu fouiller un peu tout ce qu'il y a autour des vidéos, et puis voilà. Donc merci à vous. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Ben écoutez, on se retrouve pour l'épisode 21, à savoir demain. Et puis on se retrouve également pour un Retro Movies 55e du nom. Voilà, et puis il me reste à vous souhaiter donc un bon week-end à venir. Et puis je vous dis à très vite sur Attention ça tourne. Vous pouvez également me retrouver sur le blog Les Chroniques d'Atreyu, sur Twitter, Discord, vous avez tous les liens sous la vidéo, bien sûr, si vous voulez rejoindre le serveur Discord de la chaîne. Discuter sur Twitter et même participer à des lives. N'hésitez pas à me laisser un message en privé et puis je répondrai à vos messages. Merci à tous, je vous dis à très bientôt. J'espère que ce cycle Hammer vous remplit justement d'une connaissance, peut-être pour certains que vous avez plaisir à découvrir, pour certains films que vous étiez loin de regarder, d'avoir vu sans doute. Voilà, donc merci à tous et puis je vous dis à très vite, à très bientôt. Et vive le cinéma de genre, vive la Hammer. Bye bye, ciao ciao.